Merci Yannick. Donc Frida Marzouk, après, bon, pour ceux qui sont des fidèles des masterclass de Chef Aubran Lumière, après des gens aussi prestigieux que Jean-Marie Drejou ici présent, mais aussi Renato Berta, souvenez-vous, Agnès Godard, Paul Guillaume l'année dernière qui était venu avec Léa Misius, Frida Marzouk, une jeune chef opératrice dont nous allons retracer aujourd'hui le parcours, et en vous montrant quelques extraits de films, dont certains sont inédits. Alors, il y a deux extraits notamment, en tout cas, il y en a un qui est sous-titré en anglais, mais je pense que vous n'aurez pas trop de problème à suivre l'action. Et Frida, bienvenue à Chalon-sur-Saône, à Chef Aubran Lumière. On va commencer par parler de votre formation. Qu'est-ce qui vous a amené à la photographie de cinéma? Comment s'est passée votre entrée dans cette profession? Alors déjà, merci d'être venu. En fait, moi, j'ai commencé au départ avec la musique. Donc, je pensais faire du son à un moment donné. Et puis en fait, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, par les films, voilà. Et à un moment donné, on m'a dit, tu devrais peut-être faire du montage son, si tu veux allier cinéma et son. Donc, j'ai été vers ça. Et en faisant du montage, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout quelqu'un qui peut rester très longtemps dans une pièce fermée, statique. Et on m'a dit, du coup, va faire un stage en tournage, peut-être que script, ça pourrait t'aller. Et donc, j'ai été faire un stage de script, et de là, j'ai découvert le métier de chef opérateur, parce que je suis arrivée sur un plateau et j'ai vu le chef opérateur travailler, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et c'était quel genre de film? C'était des courts-métrages ou les premiers contacts que vous avez eus avec la profession? Les premiers contacts, pour ce stage par exemple, ça c'était un long métrage en Tunisie d'une réalisatrice qui est assez connue, qui s'appelle Moufida Tlatli, et c'était un gros tournage, et donc du coup j'ai pu tout de suite voir à quoi ça peut ressembler. Et le métier de script vous a pas attiré plus que ça? Tout de suite ça a été vers l'image? Oui, en fait, c'était plus un stage d'observation. Du coup, j'ai un petit peu regardé ce qu'elle faisait, mais c'était pas vraiment. Je savais que c'était pas ça que je voulais faire. Et qu'est-ce qui vous a plu dans votre souvenir dans les métiers de l'image? Je crois que mon premier souvenir, c'était que, il y avait le chef-op qui était sur une grue dans le ciel. Et j'ai trouvé que c'était. C'est une image qui m'a vraiment marquée sur le moment. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, mais je veux faire ça. Alors, à partir de ce moment-là, si vous décidez ça, comment se passe votre apprentissage? En fait, une fois que j'ai fait ce stage et que je me suis rendu compte de ce que je voulais faire, j'ai décidé de voir quelles étaient les filières pour faire du cinéma, parce qu'en fait, à l'époque, c'était pas très clair. Et donc, je me suis dit que j'allais m'inscrire à la fac parce que c'était le plus simple. Et même pour rentrer dans les écoles, de toute façon, il fallait avoir fait un bac plus 2. Oui. Et ensuite, donc je me suis dit, je vais faire déjà le bac plus 2 et je verrai où ça me mène. Et du coup, j'ai commencé la fac. C'était à Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle, qui est une fac qui est plus axée sur la critique de cinéma, mais qui en fait m'a permis d'apprendre et de faire des stages en parallèle. Donc c'est là que vous avez appris peut-être à mieux regarder les films, à les analyser, sur un plan presque théorique, en même temps que vous faisiez des stages. Ouais, voilà, en fait, c'est ça, c'est que je me suis dit que si je faisais des stages à l'extérieur, donc qu'il y avait de la pratique, que l'éducation à la fac, en fait, c'était vraiment bien, parce que déjà d'apprendre l'histoire du cinéma et aussi toutes sortes de films de pas mal d'époques, d'aller vraiment rentrer dans les détails, plan par plan, de voir comment les films sont fabriqués, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ça me sert beaucoup. Il y en a qui vous ont marqué? Vous avez des souvenirs de films vus à cette époque-là qui peut-être vous ont soit influencé, soit en tout cas conforté dans l'idée de continuer dans le métier? En cours, vous voulez dire? Oui, en cours. En fait, je me rappelle pas très bien, mais en fait, j'ai un cours qui m'a marqué quand même, mais j'en ai pas beaucoup. C'était une classe sur Tarkovsky. Alors, je suis pas du tout dans ce cinéma-là maintenant, mais c'est vrai que c'était un cours hyper intéressant avec Alain Bergala qui était critique au Cahier du cinéma.
Et en fait, cette classe m'avait marquée parce que en fait, il y avait toute une dimension du cinéma que j'avais pas vraiment connue avant. Alors, et qu'est-ce que vous appreniez pendant vos stages? C'était quel genre de stage déjà? Bah donc j'ai commencé par le montage, j'ai fait le montage son Oui. sur des clips, etc. Et puis ensuite après j'étais France 2 aux bandes annonces. Et c'est là que j'ai décidé que je voulais vraiment pas faire ça. Et puis de là en fait voilà, j'ai fait ce stage en image et là je me suis dit bon c'est ça que je voudrais faire. Vous vous souvenez quel était votre premier stage en image? C'était quoi? Oui, le vrai stage en image c'était sur La faute à Voltaire d'Abdel Keshish en 99. Donc, et c'est là que vous avez fait vos premiers pas dans une vraie équipe de cinéma. Et vous étiez stagiaire à l'image? En fait, j'étais stagiaire combo. J'étais vraiment. Ça veut dire quoi? Alors, je devais juste brancher de la caméra au retour vidéo du réalisateur, et c'était ça ma mission à ce moment-là. Et vous observiez le travail? Comment ça se passait? Parce qu'il y a toute une légende sur les tournages de Keshish. Quand vous découvrez ça par rapport aux autres tournages que vous connaissiez? Le truc, c'est que comme c'était mes premiers tournages, moi, je ne faisais pas la différence. Donc vous pensiez? Donc en fait, on ne se fait pas ce genre de remarques, je pense, au début, parce que comme on n'a pas l'habitude, on se dit que c'est comme ça et pas autrement. Et c'est ensuite, avec l'expérience, qu'on se dit que oui, d'accord, là, il y a une différence entre les manières de travailler. Mais à ce moment-là, Keshish, il n'était pas encore rentré dans la vraie phase Keshish, je trouve. C'est La faute à Voltaire, il est un peu à part, je trouve, comme film. Et qu'est-ce que vous en avez rapporté de cette expérience? Quels sont vos souvenirs de ce premier tournage avec lui? Qu'en fait, j'ai pas vraiment de souvenirs précis, mais je sais que ça a confirmé que je voulais faire de l'image, déjà. Vous parliez beaucoup avec l'équipe image? Non, pas du tout. J'étais Non, vraiment en observation. Ouais. Je pense que j'étais très timide et que j'arrivais pas trop à... Non. Et à partir de ce moment-là, quand est-ce que vous avez commencé à avoir des tournages en tant que technicienne? Alors, Comment ça s'est... en fait, la suite, c'est que j'ai continué donc la fac jusqu'à la maîtrise, et puis en parallèle, je faisais les films. J'étais première assistante caméra sur L'Esquive, donc le second film d'Abdel Keshish. Je continuais mes études, puis ensuite, il y a eu la Graine et le Mulet. Et encore une fois, j'étais première assistante caméra, je faisais le point, et puis... Est-ce qu'on peut juste rappeler un petit peu la hiérarchie des métiers de l'image quand vous commencez par être responsable du combo? Ensuite, l'assistanat à l'image, en quoi ça consiste exactement? En fait, donc j'étais stagiaire, donc je m'occupais juste, j'avais une tâche précise. Ensuite, moi, je suis pas passée par le poste de deuxième assistante. En fait, qu'est-ce qu'elle fait, la deuxième assistante? Alors, justement, la deuxième assistante, elle assiste le premier, elle apporte les optiques, il y a tout ce qui, Elle s'occupe du matériel, beaucoup du matériel, des objectifs, tout ça. Mais moi, je suis passée tout de suite en fait au point, ce qui est assez. Point, c'est-à-dire première assistante, qu'on appelle le pointeur ou la pointeuse. Voilà, donc de la distance entre la caméra et les personnages. Mais en fait, j'ai été un peu jetée comme ça du jour au lendemain dans ce métier et sur l'Esquive. Donc, j'ai pas vraiment fait le chemin. Et donc, vous avez appris en faisant alors, sur un film de Keshish? Voilà, en fait, il m'a proposé, j'ai dit oui. Et puis, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais finalement, ça a fonctionné. Et quelles sont les difficultés quand on est pointeur ou pointeuse sur un film, mais en général, ou sur un film de Keshish en particulier? Alors, vu que j'ai fait le point que sur les films de Keshish, j'ai envie de dire que tout est très proche. Du coup, c'est des très très gros plans, il y a très peu de profondeur de champ, et que du coup, pour faire le point, c'est quand même c'est quand même un challenge parce que il faut. En plus, il n'y avait pas de moniteur. Moi, quand je l'ai fait, il fallait tout faire à l'œil. Et il n'y avait pas de retour vidéo? Non. Du coup, il fallait être accroché à la caméra avec le cadreur, ne pas le faire bouger, et puis changer le point. Et c'est vrai que quand c'est très proche, c'est assez difficile. Et parce que l'image qu'on a du premier assistant, c'est quelqu'un, par exemple, au cinéma, quand il y a une équipe qu'on voit tourner, qui a toujours un mètre ruban et qui va mesurer la distance entre la caméra et les acteurs. Alors oui, normalement, mais c'est vrai que sur ces films-là, en fait, il n'y a pas de marque, parce que c'est pas. En fait, on dit pas aux acteurs ce qu'il faut faire. Ils sont complètement libres d'évoluer dans l'espace. Sur les films de Keshish. Voilà. Et du coup, il y avait aucune marque. C'était vraiment à l'intuition. C'était à l'œil alors. C'était à l'œil, voilà. Mais c'est ça qui était bien.
Alors, vous avez fait ça pendant combien de temps Bah en fait, j'ai fait ça par vraiment, c'était que sur ces films à Oui. lui. Du coup, c'était L'Esquive, ensuite La Graine et le Mulet, un peu La Vénus Noire, et puis enfin La Vie d'Adèle. Et là, c'était mon dernier film en tant qu'assistante au point. Et en fait, c'est le chef opérateur qui vous choisissait ou c'est comment ça se passait comment se constitue l'équipe? Alors, bah déjà, Keshish, il tourne toujours à 2 caméras, Oui, au moins, oui. en tout cas pour les films que j'ai faits. Il y avait un chef opérateur, mais c'est pas lui qui m'a choisi. C'est plutôt le réalisateur qui m'a proposé de faire assistante sur la 2e caméra, donc pas sur la caméra Principale. du chef opérateur, mais sur la caméra B. Donc c'est là que j'ai commencé. Puis cette caméra B est devenue la caméra A après, parce que le second cadreur est devenu ensuite le chef opérateur. Voilà. Donc c'est comme ça que vous avez un peu grimpé dans la hiérarchie Ouais. de l'image. Ouais. Et alors, et après ça? Mais alors du coup, c'est pendant ça, en fait, je travaillais avec Abdel Keshish, mais moi je suis partie aux États-Unis en 2003 et pour faire ma dernière année d'études. Et là, en fait, j'ai commencé une toute autre carrière et qui était de technicienne lumière, ce qu'on appelle électro sur les tournages. Alors comment ça s'est passé? C'est en décidant d'être étudiante là-bas ou... Bah, en fait, je me rendais compte, justement sur l'Esquive, je me suis rendu compte que la lumière c'était beaucoup plus abstrait et que c'était plus difficile à comprendre, en tout cas pour moi, plutôt que de comprendre comment fonctionne une caméra ou comment faire le point. Et c'était tellement abstrait que je me suis dit il faut que je fasse un stage quelque part pour comprendre comment ça fonctionne. Et en fait, quand j'étais à la fac aux États-Unis, à New York, en fait, j'ai pu faire un stage dans une boîte de location de lumière. Et en fait, ça m'a ouvert les portes de tout ce qui est lumière, parce que en fait, voilà, en travaillant dans une boîte de location, on se rend compte de quelle est telle lumière, rien que les noms déjà pour commencer, ce que ça fait, préparer les essais caméra, tout ça Non, justement là, c'était que de la lumière, donc pas d'essais caméra, mais c'était vraiment d'avoir des commandes de chefs électro. Oui. Et ils viennent chercher leurs commandes. Et c'est vrai que là, du coup, j'ai rencontré des chefs électro qui m'ont permis ensuite d'être stagiaire avec eux. Et de fil en aiguille, je suis devenue électro sur les plateaux grâce à ça. Électricienne, c'est pas si fréquent pour une femme. En tout cas, en France, c'est pas très fréquent. Il y en a, mais est-ce qu'aux États-Unis, il y en a plus? Sur quel genre de film vous travaillez? En fait, quand j'ai commencé, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais en fait, à force au bout de, parce que je suis restée quand même 20 ans, au bout de 10 ans, 15 ans, il commençait à en avoir beaucoup plus. Et même, je crois qu'en France, ça commence aussi à être beaucoup plus... ça se passe beaucoup plus. Mais au début, j'étais j'étais la seule dans l'équipe. Voilà. Et en fait, j'ai commencé au tout début par des clips et des pubs, parce que j'étais dans un certain milieu. Et ensuite, je suis passée à tout ce qui est séries ou films qui sont plus gros. Alors, quelle est la hiérarchie dans l'équipe où vous étiez? C'est-à-dire, il y a une équipe d'électriciens, donc avec un ou une chef électro, qui sont sous la dépendance, je dirais, de l'équipe image. Comment est-ce que ça s'est organisé? Alors en fait, donc il y a ce qu'on appelle un gaffeur, donc le chef électro. Il y a le best boy ou best girl, qui est le second. Et puis l'électro qui s'occupe en tout cas aux États-Unis de tout ce qui est distribution de l'électricité, etc. Le gaffeur, il est beaucoup plus proche donc du chef opérateur et des intentions. Et puis il y a toute l'équipe dont moi je faisais partie qui était là pour amener les lumières sur le plateau, les mettre en place, etc. Alors, comment s'est effectué le passage à la direction de photographie? En fait, ça s'est fait en parallèle, dans le sens où, à force de travailler comme électro, on apprend quand même des choses sur la lumière et on se sent plus confiant pour ensuite s'engager sur des projets. Parce qu'avant ça, je n'avais pas cette confiance parce que j'avais l'impression qu'il fallait que j'apprenne plus sur ça. Et donc en fait un jour j'ai fait plein de petits projets, des courts-métrages, clips non pas non, vraiment, j'ai eu que des courts-métrages qui n'ont jamais vu le jour. Et ensuite ça c'était au début, c'est normal. Et puis après un jour on m'a proposé un long-métrage, justement parce que j'avais travaillé avec Abdel Keshish et qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient son cinéma à ce moment-là. Et grâce à ça j'ai pu faire un premier long en Tunisie en 2015. Et en tant que chef opératrice? En tant que chef opératrice, et pendant ce temps, j'étais encore électro, parce que j'habitais quand même à New York. Du coup, je faisais un peu double... Alors, c'est quand même, j'imagine, assez peu fréquent
qu'on passe de chef électro à chef opérateur sans passer par le métier de cadreur, non? Bah, en fait, je suppose qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Oui. C'est vrai que moi, au début, quand je suis passée chef opératrice, en fait, le premier film que j'ai fait, c'est le réalisateur qui cadrait. Donc moi, je suis vraiment pas passée par cette case-là. Et c'est seulement... C'était quoi? Ça s'appelle Tunis by Night. Oui. Et c'est seulement avec Sous les figues, dont on va avoir un extrait, que je suis passée moi-même à la caméra emportée, etc. Donc on va présenter l'extrait de Sous les figues. D'abord un petit peu de contexte. Donc Erich Serhi, dont vous allez voir tout à l'heure le long métrage suivant, présenté par Frida, qui s'appelle Promis le ciel. Dites-nous un peu de quoi il s'agit, Sous les figues, tourné en Tunisie donc. Alors en fait, j'ai rencontré Erich en 2018 dans un festival. Et en 2020, en plein Covid, donc j'étais à New York, et puis ça faisait 2 ou 3 mois que ça avait commencé, enfin c'était mars, et il y a Erich, donc la réalisatrice, qui m'a envoyé un message. Elle me dit: écoute, est-ce que ça te dit de venir en Tunisie pour faire un film cet été, donc en juillet-août 2020, donc en plein Covid, sachant qu'à ce moment-là, Covid n'avait pas vraiment encore atteint la Tunisie, c'était encore il n'y avait pas de masque, etc. Et en plus, elle me dit: on va tourner sur une montagne, au milieu de nulle part. Est-ce que ça t'intéresse? Bon, évidemment, en plein Covid, en plus le projet m'intéressait, forcément j'ai été. Alors, quelques mots pour présenter, puisqu'on va vous montrer en fait la dernière séquence du film. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu de quoi il s'agit pour ceux qui n'ont pas vu Sous les figues? Alors, Sous les figues, c'est une journée dans la vie d'ouvrières, de femmes qui font la cueillette de figues. C'est souvent des étudiantes en vacances scolaires ou des vieilles dames qui essayent de gagner un petit peu d'argent. Et c'est la journée dans la vie de ces femmes. Et le contexte, c'est qu'en fait, en Tunisie, les travailleuses on va les chercher tous les matins à leur domicile ou quelque part à un point de rencontre, et elles sont transportées dans un espèce de camion, mais un camion comme un pick-up, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de barrière voilà. Donc en fait, c'est une manière d'aller au travail qui est très dangereuse, et plusieurs fois par an, il y a des camions qui ont des accidents, et il y a beaucoup de femmes et hommes qui sont mortes dans ce genre d'accident. Oui, c'est une sorte de cargaison en fait, oui. sur les... Voilà. Et c'est ce qu'on va voir justement, enfin on va pas voir ça, mais on va voir le camion et les gens dans le camion. Donc c'est la dernière séquence du film. Donc il s'est passé en fait plein de choses. C'est un film choral avec beaucoup de personnages, et notamment les rapports entre les hommes et les femmes au sein de ce microcosme de la cueillette des figues, avec beaucoup aussi de problématiques sociales qui sont abordées, pas de front, mais à travers les rapports entre les uns et les autres, les unes et les autres. Et à la fin, tout le monde remonte dans le camion, c'est très beau. Et donc on va regarder la séquence, et ensuite vous nous raconterez un petit peu comment ça a été tourné. Premier, Sous les figues. والله تعرف اليوم عجبني علاش عجبك الله سيب عليه زي بعد ساقك مغادي اطلع على الفوق بكل
Alors, c'est étonnant, ce très beau film. On a l'impression presque d'une caméra documentaire dans cette séquence-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur ce tournage ? En fait, donc la réalisatrice vient du documentaire. C'était son premier long métrage de fiction. Donc c'est clair qu'en tout cas le tournage s'est passé comme un documentaire. Déjà, on était avec des acteurs non professionnels, avec des gens qui travaillent vraiment dans les champs en été. Mais il y avait un scénario quand même avec des personnages. Oui, il y avait un scénario avec des personnages, mais il y avait une ligne directrice, mais il y avait énormément de liberté pour les actrices. De partir dans des improvisations. Enfin, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues, j'ai envie de dire la majorité. Et en fait, c'est pour ça que c'était impossible de tourner ça comme un film. On fait scène 1, etc. C'était plus, on tourne toute la carte. Il y a une scène et il faut aller d'un personnage à l'autre, attraper des choses vraiment comme ça, par intuition. Et une seule caméra. Avec une seule caméra. Et c'était aussi ça le challenge, puisqu'il y a quand même 10 personnages. Et donc, il fallait un peu naviguer tout ça. Donc, comment est-ce qu'on prépare en fait un film comme ça au départ ? Parce qu'il faut quand même que vous fassiez, j'imagine, je sais pas, une liste de matériel et puis un découpage pour savoir qu'est-ce qu'on va tourner quel jour, etc. Ouais. Alors, pour la liste caméra, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'on part avec un package complètement le minimum, caméra, objectif. On n'avait rien d'autre. De toute façon, il n'y avait pas d'argent ni pour de la machinerie, ni pour des lumières. Et puis en plus, on était en plein soleil, en plein été. On n'avait pas les moyens de faire ça, donc on savait que c'était le minimum. Et comment on prépare ? En fait, on n'avait pas de découpage. Ce qu'on faisait, c'est qu'on a fait des workshops avant le tournage, et on a fait même des essais filmés qui se sont retrouvés dans le film d'ailleurs ensuite, pour la spontanéité des acteurs. Avec les interprètes alors. Oui, en fait, on a fait des essais filmés avec eux, et on a testé certaines scènes, et du coup... sur place ou bien c'était... Sur place, ouais. On est resté là pendant 2 mois. Oui, il y a donc une phase un peu de préparation et de mise en condition avant le tournage proprement dit. C'est ça. On testait l'endroit, on se familiarisait avec l'endroit et les acteurs eux-mêmes, vu qu'ils n'avaient jamais joué avant, il fallait qu'ils s'habituent quand même à la caméra, étant donné que, comme vous voyez, la caméra est quand même assez proche d'eux. Et donc, à partir de ce moment-là, ensuite, la phase de préparation s'arrête. Et on tourne, et là, ça devient un peu comme un plateau plus traditionnel ou En fait, oui, d'une certaine manière, c'était comme un plateau traditionnel, dans le sens où il y a une réalisatrice, 2 assistants caméra, le point, etc. Une certaine scène à tourner qui raconte quand même une trame. Voilà, il y a un lieu, bien sûr, il y a une trame, il y a un enjeu dans la scène, mais après, ça peut partir comme ils veulent, en fait. Et dans cette séquence-là, donc, qui est très belle, avec notamment une attention au visage qui est assez extraordinaire, vous avez des souvenirs de ce tournage ? Oui, en fait, j'ai choisi cette scène déjà parce que c'est le sujet du film, l'histoire de ces femmes, et donc ça, c'est la dernière scène du film. En fait, ça s'arrête sur un noir parce qu'en fait, on suggère qu'il y a un accident sans le montrer. J'ai choisi cette scène aussi parce qu'elle était un peu dure à faire vu qu'on était en coucher de soleil. Et qu'il a fallu la faire en plusieurs jours, 15 minutes, 20 minutes par jour. Bon, ça, c'était en plein été, donc on avait plus de temps. Mais on l'a faite dans tous les sens, c'est-à-dire dans un sens, puis dans l'autre. En fait, on avait un tronçon de route qui était très, très, très court, parce qu'on n'avait pas forcément des autorisations. On avait l'autorisation du village, mais on ne faisait pas ce qu'on voulait non plus. C'était toujours le même tronçon ? C'était le même tronçon, et on allait et on venait. On allait et on venait. Et du coup, le montage, si vous regardez bien, il y a des scènes où on va vers la droite. Il y a des plans où on va vers la droite et d'autres plans où on va vers la gauche, mais je trouve que c'est ça qui crée une espèce de tourbillon et c'est pour ça que j'aime cette scène. Et alors, si c'est un petit quart d'heure ou 20 minutes ou une demi-heure maxi par jour sur plusieurs jours, comment s'élabore la continuité en fait ou peut-être que c'est au montage que ça se passe ou... Alors en fait, c'est un film où il y a beaucoup de... il y a pas mal de moments où ça ne raccorde pas niveau lumière, parce qu'on a fait des scènes à d'autres moments, etc. Mais pour celle-ci, c'était un peu plus simple. Du coup, même si on avait peu de temps, finalement, le coucher de soleil en été en Tunisie, c'est rare qu'il pleuve, c'est rare qu'il y ait des nuages. Donc en fait, il y avait quand même cette continuité, c'est juste une question de temps. Et pour la continuité de l'action, de ce qui se passe ? Ça, on a un peu refait les choses, mais en même temps, elles pouvaient aussi faire d'autres choses. Là, elles ont décidé de chanter cette chanson, mais ça pouvait être une autre chanson à la prochaine. Enfin, il y avait un truc elles pouvaient improviser, et finalement, celle-là a été retenue. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait ensuite quand vous voyez le film monter
Quelle impression ça vous donne par rapport à ce que vous avez vécu au tournage? En fait, c'est toujours une surprise le montage des films, mais je trouve que là, je suis agréablement surprise parce que des fois, on va tourner des plans et on va les trouver super et tout, et puis finalement, ils seront pas dans le film. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était assez fidèle à ce que je m'étais imaginé, mais c'est aussi parce que la réalisatrice et moi, on est quand même assez proches et qu'elle m'envoie les images pour les feedbacks, les montages, etc. Et est-ce que c'était pour vous une sorte de retour à vos origines tunisiennes? Comment s'est passé le contact avec le pays lui-même? Alors moi, je suis assez familière de la Tunisie. J'y vais quand même assez souvent. Et puis j'avais fait d'autres films en Tunisie avant celui-là. Donc non, c'était plus de découvrir un autre côté de la Tunisie que je connaissais pas, les montagnes, les champs de figues et tout ça. Moi, je suis plus quelqu'un d'urbain, donc c'était découvrir une autre partie de la Tunisie et puis aussi des gens qui vivent complètement différemment et des gens dont on parle pas aussi, parce que les gens dans les campagnes, etc., ils sont rarement mis dans les films. Là, vous vous rendez pas compte, mais les accents, c'est des accents d'endroits où, si vous allez à la ville, on se rend compte que vous êtes de la campagne. Et donc, elle a décidé de montrer ces femmes-là aussi. Alors, le deuxième extrait qu'on a choisi, c'est Bye Bye Tibériade. C'est un film, peut-être que certains d'entre vous ont vu, puisqu'il a eu quand même beaucoup de retentissement. C'est un documentaire de Lina Soualem, qui en fait, elle suit sa mère, qui est la très grande actrice Yam Abbas, qui retourne en Palestine, voir sa famille et évoquer non seulement la vie qu'elle a laissée là-bas, parce qu'elle est partie très jeune, mais aussi revoir les générations d'hommes et de femmes, surtout, avec lesquels elle renoue. Donc, comment êtes-vous arrivé sur ce projet-là? Justement, en fait, c'est la réalisatrice de Sous les figues Oui. qui a donné, Erige Teheri, qui a donné mon nom à Lina Soualem, la réalisatrice de Bye Bye Tibériade, en lui disant qu'on avait travaillé ensemble et que ça s'était bien passé. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est connus. Vous vous souvenez de la première rencontre? Comment est-ce qu'elle vous parlait du film? Comment est-ce qu'elle vous a expliqué son projet? En fait, ça a commencé par... Enfin, j'ai vu son premier film qui s'appelle... comment il s'appelle? En tout cas, c'est sur ses grands-parents en Algérie. Et j'ai beaucoup aimé. Et en fait, elle m'a dit, voilà, j'ai fait un film sur une partie de ma famille, le côté paternel, et là, je voudrais faire un film sur le côté maternel. Et ça sera très intime, ça sera dans la maison de ma grand-mère, ça sera... Enfin voilà, on va aller vivre là-bas un petit moment et on va faire ça ensemble. Mais moi, ça m'a tout de suite intéressée. De toute façon, tout ce qui est intime... Et alors, du coup, comment s'est passée cette préparation? Parce que là, c'est la même chose que pour le film dont vous nous avez parlé, Sous les figues. Il y a une phase d'appropriation du lieu et des gens avant le tournage. Comment est-ce que... Là, pour le coup, c'était à l'étranger, mais à un pays où j'avais jamais été. En fait, ce qui s'est fait, c'est qu'on s'est tout de suite, quand on est arrivé, enfin, on n'est pas parti en repérage avant. Oui. On a été et on a tourné, mais on n'était que toutes les deux. Donc il n'y avait pas de son, il n'y avait pas d'assistant caméra, et du coup on pouvait s'organiser comme on voulait. Donc c'est vous qui faisiez, vous étiez à l'image et elle au son, j'imagine. C'est ça. Oui. Et elle faisait donc prise de son et réalisation. Et interview, ouais, voilà, oui. C'est ça. Et donc, ça s'élaborait un petit peu au jour le jour ou Non, Lina avait un plan, elle savait ce qu'elle voulait dans son film. Oui. Mais il y avait un scénario. Il y avait un scénario, mais elle voulait pas. Pour le coup, pour un documentaire, c'est beaucoup plus organisé que la fiction dont on vient de parler. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant parce que pour un documentaire, c'était très, très bien ficelé. Ouais. Et quand vous dites bien organisé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle savait que tel jour, elle allait filmer telle chose et telle personne et tel endroit. Plus ou moins. Mais c'était, oui, elle savait ce qu'on allait tourner. Oui, voilà, c'était construit. Après, si c'était pas le lundi, c'était le mardi, mais voilà, elle savait déjà ce qu'elle voulait. Alors là, on va voir un extrait du film. C'est la fin du film. Oui. En fait, donc on peut peut-être un peu raconter ou résumer. Oui, en fait, c'est donc l'actrice Yam Abbas, donc c'est Lina Soualem, la réalisatrice, qui emmène sa mère dans la maison de sa grand-mère. Et qui retrace en fait la lignée des femmes qui ont vécu donc en Palestine, et de mettre Yam Abbas dans son contexte familial et qu'elle explique son attachement et son détachement à son pays. Très bien. Donc ce qu'on va voir, c'est donc la fin de la réunion de famille,
puis ensuite une partie plus intime qui est l'épilogue du film entre Lina Swaem, la réalisatrice, et sa mère, Iyam Abbas, le sujet principal du film. هناك البحر، هناك لبنان، هناك سوريا، وهناك الأردن، وإحنا هينا بالنص. لينا، أول مرة أخذتك على دير حنا، شايفة؟ هاي انتي الصغيرة مع ست وام علي وهي انا وهي امي. Et moi je ressemble à qui du coup? À personne. Et là c'est nous quatre. Les 4 générations. Ma mère m'a transmis sa langue à moitié. Elle m'a transmis un bout de langue. Quand j'étais petite, elle m'emmenait passer tous les étés dans son village palestinien, Dar Hanna. Ce village, elle l'a quitté il y a plus de 30 ans pour réaliser son rêve de devenir comédienne. Tourne-toi un peu vers la caméra. ايش بتحبش يا لينا؟ مرحبا. اهلا لينا حبيبتي. زمان ومدت. زمان هالقمر ما بان. من وين طلعتي لنا؟ من وين اجيتي حبيبه قلبي؟ À chaque fois que je la questionne sur son histoire, elle me répète « N'ouvre pas les douleurs du passé ». Je me demande souvent ce que tu serais devenue si t'étais restée. Qu'est-ce que j'en sais يا لينا parce que je suis partie. C'est la fin du film, c'est juste avant le générique de fin. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, ce film est toujours visible sur la plateforme d'Arte TV, ce très beau documentaire. Alors, il y a un film qui est sorti en France l'année dernière et dont nous n'allons pas vous montrer d'extrait, mais sur lequel vous avez travaillé. C'est un film aussi très inhabituel, tourné également en Palestine, qui s'appelle Chronique d'Haïfa. On peut peut-être en dire un mot et peut-être dire aussi pourquoi est-ce qu'on n'en montre pas d'extrait. Chronique d'Haïfa qui nous plonge dans le quotidien d'une famille de la bourgeoisie aisée de Palestine, avec notamment l'enjeu des relations entre de couples entre Israéliens et Palestiniens, et d'une façon très originale, je trouve, avec un ton presque de comédie parfois, même si les choses montrées sont très dramatiques. Alors, comment est-ce que vous avez été amené à travailler sur ce film Chronique d'Haïfa ? Alors, Chronique d'Haïfa, en fait, il y avait un premier chef opérateur qui était sur ce film, et ils se sont rendus compte, en fait, le réalisateur s'est rendu compte que pour tourner le film, comme il voulait, c'est-à-dire avec des non-professionnels et avec des gens qui n'avaient pas le scénario, c'est-à-dire qu'il voulait que les acteurs jouent le film sans savoir ce qui se passait après, comme la vie en fait. Et il a pris il a pris des personnages, il a recréé des familles et palestiniennes et israéliennes, et il a essayé de raconter la vie telle qu'elle est plutôt que telle qu'on peut l'imaginer. Le réalisateur Skandar Kopti, hein, donc. Oui. Et donc, il y avait un premier chef opérateur. Et puis, en fait, comme il voulait tourner ce film de manière assez spontanée et de rien rater de ce qui se passe sur le plateau, il fallait un deuxième chef opérateur pour pouvoir tourner en indépendant ou ensemble. Enfin, il fallait deux. Une deuxième caméra, mais qui n'était pas forcément sur les mêmes plans, enfin sur les mêmes scènes que la première, c'est ça ? Alors, en fait, la plupart du temps, on était sur les mêmes scènes, mais il voulait avoir l'option de pouvoir détacher s'il fallait. D'accord, donc vous étiez deux, voilà. Deux cadreurs, on va dire. Oui, oui en fait, oui. Ouais.
En fait, il y avait très peu de lumière. Enfin, on a mis de la lumière, mais c'était des praticables. C'était dans la maison, dans les lieux. On changeait juste des ampoules, ce genre de choses. Donc ça veut dire que vous travaillez chaque scène à deux, parce que c'est quand même rare les films où il y a deux chefs opérateurs qui co-signent, sauf si c'est des scènes particulières signées par l'un ou par l'autre. Non, alors comme il y avait un chef opérateur qui avait commencé, c'est lui le principal. Donc, et moi, j'ai été ajoutée après. Donc en fait, le crédit c'est plus le sien. Générique, oui. Enfin, on est tous les deux au crédit, mais c'est quand même son film au départ. Donc c'est vrai qu'on peut pas. Enfin, on pourrait mettre deux chefs, co-chefs, co-directeurs photo, mais bon, ça après c'est des trucs de production. Donc, et qu'est-ce que vous avez retenu en fait de ce tournage-là, même si on n'en voit pas d'extrait, mais c'est quand même une expérience. Mais en fait, c'est vrai qu'il a une manière, le réalisateur a une manière assez particulière de travailler, déjà de pas donner l'histoire aux personnes, enfin aux acteurs. Ni aux techniciens, donc. Oui, en fait, nous on savait ce qui allait se passer, mais on n'en savait pas trop non plus. C'est-à-dire que d'avancer comme ça sans savoir, pour pas avoir d'intention, pour pas mettre d'intention dans les choses, et de faire en sorte que les choses soient vraiment spontanées sur le moment. Et donc ça, c'est la première et la dernière fois que vous travaillez comme ça sur une fiction, en fait. Pour l'instant, oui. Ouais. En revanche, maintenant, les deux films dont on va vous présenter des extraits ne sont pas sortis encore en France. Le premier, ça s'appelle My Driver and I. Il a juste un titre international pour l'instant. Et l'extrait que nous allons vous présenter, il n'est pas sous-titré. Alors, on va vous expliquer l'action du film. Et peut-être qu'on va mettre le son un petit peu en sourdine, et Frida va nous expliquer un petit peu les enjeux qu'il y a eu pour tourner cette série de scènes. Alors, je vais vous raconter de quoi il s'agit. On est dans une famille bourgeoise assez aisée, et c'est l'histoire d'une adolescente qui se rebelle un petit peu contre l'autorité parentale. Elle vit avec un père qui est très très occupé, et une mère qu'elle trouve trop sévère, et elle va vivre une sorte d'idylle avec un jeune homme qui correspond avec elle. Et évidemment, cette incartade va être regardée d'un œil très suspicieux par les parents. Et surtout, il y a le personnage principal du film, comme l'indique le titre en anglais, My Driver and I, c'est le chauffeur de la maison. Mais c'est un chauffeur qui est comme une sorte de gouvernant, on va dire, de gouvernante au masculin pour cette petite fille qui va grandir avec comme figure en fait de tutélaire ce chauffeur, avec les relations très proches qu'elle a avec lui, mais aussi avec l'autorité que ce chauffeur, bien qu'il soit salarié de la maison, peut exercer sur elle, puisqu'il est délégué en fait par les parents pour surveiller la petite fille devenue adolescente. Alors, dans l'extrait que vous allez voir, le problème, c'est qu'elle a été à une soirée, elle s'est fait donc punir par le chauffeur, qui l'a raconté à ses parents, et elle est assignée chez elle, elle n'a pas le droit de sortir. Or, elle ne rêve que d'aller dans une maison qui appartient à ses parents, une maison de plage, pour rencontrer son amoureux. C'est bien ça. Alors, on va vous passer le film. Il y a 3 morceaux de séquences que je pense Frida a choisi parce que ce sont 3 optiques de décors très différents. Oui, c'est ça. Il y a d'abord un intérieur, c'est la maison, la grande maison assez luxueuse où vit cette famille. Il y a ensuite la voiture, qui est un décor essentiel du film. Il y a énormément de scènes qui se passent dans cette voiture, puisque le chauffeur est le personnage principal. Et ensuite, on a le début de la scène à la plage. OK ? Oui, c'est ça. أنا مرة آسف حقول لماما إنه أنا السبب. إياك تقول لأي أحد إنك بتسوقي وبالذات أهلك، فاهمة ولا ما فاهمة؟ بس كيف؟ من غير كيف. من هنا وطالع أنت تسمعي بس من غير ولا كلمة. كمان عايزك توعديني تبطل الحركات اللي بتعمليها مع الولد ده. ده حرام وعيب في مجتمعنا. ركزي على دراستك.
الحب بلا كلام فارغ. Alors, quelques mots quand même de la réalisatrice qui a un nom particulier, c'est AHD. Oui. Comment est-ce que vous avez fait sa connaissance et comment est-ce qu'elle a eu connaissance de votre travail? Alors, j'avais travaillé avec un assistant réalisateur sur le film Capernaum au Liban, Ouais. de Nadine Labaki. Ouais. Et c'était le premier assistant. Et en fait, il s'est retrouvé premier assistant sur ce film avec Ahad Kamel. Et donc, il a proposé mon nom quand elle cherchait des chefs opérateurs. Et ça l'intéressait de travailler avec une chef opératrice aussi. Et comme je parle aussi la langue et je comprends... à cause du sujet du film, le fait de... Non, je pense parce que c'est une femme et qu'elle avait envie de Ouais. travailler avec une femme, de la culture. Et donc, du coup, on s'est tout de suite entendu. C'était assez immédiat. On a fait un Zoom. Elle habite à Londres et on s'est entendu tout de suite. Et à part ce soleil trop éclatant, parce que c'est pas non plus fréquent qu'on voit des films réalisés par des femmes qui viennent d'Arabie Saoudite. Oui, je crois que c'est la deuxième femme à avoir fait Oui. un long métrage de cinéma, fiction, ouais. de fiction. Ouais, et en fait, c'était justement, enfin moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais participer, parce que j'ai tendance à accompagner des femmes de pays dont on n'entend pas trop parler, comme par exemple le Soudan, pour un autre film que j'ai fait il y a 2 ans, Cotton Queen, d'essayer de faire émerger en fait ce cinéma-là. Alors, on va passer au dernier extrait. C'est aussi un film qui est inédit, en France en tout cas. Il s'appelle Nomad Shadow. Quelques mots alors, le sujet du film déjà, et puis ensuite, là où vous l'avez tourné et les conditions de tournage. Alors, donc, c'est un film qui est censé se passer au Sahara occidental. Donc, on ne pouvait pas tourner au Maroc parce qu'il y a des conflits à propos de ce sujet. Mais donc, on a pu tourner en Algérie. L'Algérie, qui est un pays qui a quand même une grande industrie, mais qu'on n'a pas l'habitude, je trouve. Enfin, on ne voit pas beaucoup de choses qui viennent d'Algérie pour le moment, je trouve. Et donc, c'était intéressant d'arriver en Algérie et de tourner sur un nouveau territoire, en fait. Même si je suis tunisienne, c'est quand même assez différent. Et donc, c'est un film qui est censé se passer au Maroc, qu'on a tourné en Algérie, et la réalisatrice est américaine. L'idée, c'est de parler d'une communauté, d'une minorité en fait, dont on parle très peu, les Sahraouis. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui est partie de chez elle pour aller en Occident, qui a eu des problèmes de légalité en fait, et qui s'est fait refouler et qui revient dans son pays. Donc elle a été relativement occidentalisée. Là, on n'est pas très loin du début du film, mais c'est son retour chez elle, et notamment dans cette famille assez traditionnelle. Et je pense que vous avez aussi choisi cet extrait parce que c'est un plan séquence. Oui, en fait, je trouve que, je voulais utiliser cet extrait parce que c'était dans un lieu, la maison, donc le lieu principal, avait été déjà choisi avant que j'arrive sur le projet, oui. Parce que la réalisatrice avait un coup de cœur. Comme ça arrive souvent, les réalisateurs, ils ont des coups de cœur sur un décor, endroit, ouais. Et ils se disent que c'est là que ça doit se passer. Et donc, je suis arrivée, donc il n'y a aucune fenêtre. C'est juste, c'est une espèce de couloir sans fenêtre. Et donc, c'était un peu dur à travailler. Et donc, je voulais montrer cet extrait parce que quand on arrive sur ce genre de lieu, il faut s'adapter, il faut trouver des solutions pour faire en sorte que ça soit regardable. Et quelles étaient les exigences en fait? Comment est-ce que vous avez discuté par exemple de cette séquence-là avec la réalisatrice? En fait, très vite, en discutant, on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas le temps de faire le film si on faisait trop de découpage. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse des plans, des longs plans avec tout, sachant que ça complique en fait énormément les choses. Mais finalement, ça fonctionnait pour le film. Donc on a décidé ensemble d'aller dans cette direction pour pouvoir finir le film. Ça complique, vous voulez dire en termes d'installation, de mouvement de caméra, d'acteurs, etc. Voilà, en termes de mouvement de caméra et de lumière, où mettre la lumière, cacher la lumière, oui. Surtout quand c'est un endroit où le plafond est très bas pour le coup, contrairement à l'autre film.
et où il n'y a pas d'issue, quoi. Donc, Et comment, juste pour qu'on ait l'œil un petit peu averti, comment vous en êtes sorti pour éclairer ce décor-là? alors, dans les intérieurs, dans ces maisons-là, en fait... Ça commence à l'extérieur, en fait, oui. au tout début du plan. Et puis ensuite, on rentre dans la maison. On rentre dans la maison. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ce genre d'endroit, vraiment, la lumière, en général, c'est un néon où c'est des lumières très, très froides. Il n'y a pas de lampe de chevet, ce genre de choses. C'est vraiment toujours du néon ou des ampoules. Et donc, de toute façon, on voulait rester fidèle au lieu. De toute façon, on va pas... l'ambiance. Voilà, que ça soit réaliste dans le contexte. Et en fait, voilà, on a mis des choses qui étaient dans le plan. Enfin, mettre des lumières dans l'image. Qui jouait, quoi. Qui jouait, et on ne pouvait pas faire autrement. Et est-ce que, dans ce cas-là, vous discutez avec l'équipe déco, ou les costumes, tout, parce que la séquence est assez belle visuellement. Comment est-ce que s'organise en fait cette collaboration entre les différents chefs de poste? En fait, on cherchait à faire que l'endroit soit très froid. Donc, au niveau de la décoration, ils ont fait une pièce bleue, en fait, un bleu très froid. Du coup, quand on rajoute des lumières froides, c'est encore plus froid. Et on voulait montrer par ça aussi que le retour chez soi, quand on est parti pendant longtemps, en fait, on se sent étranger à nos origines. Et on voulait accentuer ça par la froideur. Oui, alors en plus, vous allez voir, elle reçoit un accueil assez froid de sa mère, qui est notamment choquée par l'aspect occidentalisé de sa fille. Et ce qu'on ne vous a pas dit aussi, c'est qu'elle revient et son père, entre-temps, est mort. Donc là, elle se dirige vers une pièce remplie de souvenirs en fait, que son père a laissés. Donc on va regarder ce dernier extrait, c'est Nomad Shadow de Emi Imanishi. مالك ما ترقص صرت مخرج حياتي ما قعدتش تقدر سنة غنمشي ولا غنبقاو؟ ولي كتليو مع داك الزامل شك عليه هنا واش غدير؟ دوها في كركم جماعه. كيفاش غنديها في كر يا الولي؟ راه متعمد انا. عمار خلينا من مشاكل. وفين هذاك الزامل؟ عمار خلينا من مشاكل رانا في عرس. انت عاد ترقص مع متعمي؟ اش غادي لك؟ وقالوا لي كتجيبو غير مكرك العشير. واش غادي لك؟ باقي دافعوا عليك حتى الطافيلات. الله يما تحشم بالله. بولا وجهك. كبوا له. غتزيدي تعاوديها. غنكسر ليك وجهك. سمعتي الكلبه؟ الولي قول لي هذا الويل. عمار مع الشيطان يا صاحبي. الكلب ولا هو؟ باش برتي مو ذا الزام. خلاص. فضحتنا الولي. مريم. C'est très beau, c'est l'espèce de plongée vers les souvenirs, décor par décor. Donc j'imagine que chaque pièce était éclairée d'une certaine... Bah oui, en fait, mais comme par les néons, en fait, comme qu'on voit dans l'image, on n'a pas fait autre chose. Mais la silhouette de la fenêtre à la fin, par exemple. Ah oui, non, ça, il y avait une lumière, mais parce que c'est une des pièces où il y avait une fenêtre. C'est la seule. C'est voilà. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que on a l'impression que l'image, sur laquelle vous travaillez, nous plonge en immersion un peu dans l'univers de ce personnage. On est quasiment toujours dans son point de vue à elle. C'est quelque chose que vous aviez discuté et construit avec la réalisatrice? Oui, c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté. En fait, le film, c'est le point de vue de Myriam qui revient chez elle et toutes les impressions qu'elle peut avoir en rentrant. Mais celui-là, je trouve que cet extrait, c'est le moment le plus évident
on est vraiment très très proche et on essaie vraiment de ressentir ce qu'elle ressent en rentrant chez elle, quand on redécouvre sa maison. Alors, et puis c'est un film aussi assez inhabituel, en ce sens qu'il est ponctué de scènes oniriques, de scènes de rêves, qui se mélangent en fait à ce qu'elle est en train de revivre. Et ce sont des rêves, des mi-cauchemars, mi-réminiscences. Comment s'est effectué ce passage en fait du réel à l'irréel? Ça, c'est la réalisatrice qui voulait, bon, c'était dans le script, hein, Oui. mais en fait, ce qu'elle voulait, c'était montrer qu'il y avait tout ce qui se passe à l'intérieur de soi quand on est pas à sa place, quand on essaie de savoir d'où on vient, etc. Et donc, elle voulait créer des images qui montrent en fait ce déséquilibre et puis ce questionnement, comme dans les rêves, en fait. Alors, au départ, moi, j'avais choisi un extrait où on voit une scène de la vie réelle de ce personnage et une scène de rêve. Et là, Frida, vous m'avez dit non. Je préfère pas, parce que les scènes de rêve ont été tournées avec un autre chef opérateur. Oui, du coup, je voulais... en fait, Comment ça se fait? En fait, on avait tourné tout le film en Algérie. Oui. Et il nous manquait, par faute d'argent, les scènes qu'on devait tourner en Algérie à la mer, parce que c'est là que les rêves se passent. Oui, sur un bateau. Sur un bateau, oui. Sur une barque. Et en fait, comme on n'a pas eu l'argent et le temps de finir à ce moment-là, la production a été chercher de l'argent après pour pouvoir tourner ces scènes. Et donc, c'était 3 jours, je crois, en Espagne. Où ils ont tourné, c'est même pas 3 jours, c'est une nuit en Espagne, du soir jusqu'au matin, pour ces scènes de rêve. Et donc, comme c'est quelqu'un qui les a tournées, je me suis dit que c'était peut-être pas très représentatif. Mais ensuite, après le montage, il y a une phase dont on n'a pas tellement parlé, mais ça vaut peut-être le coup d'en parler là. Il y a ce qu'on appelle l'étalonnage, où là, c'est la personne principale de la photo qui est aux commandes. Oui. Quel est il faut peut-être rappeler un petit peu en quoi consiste l'étalonnage. Alors, l'étalonnage, en fait, c'est une fois que le film est fait et qu'on a les rushs, donc les images du film, c'est le moment où on décide les couleurs du film, le contraste, ce genre de choses. Et, après le montage. Après le montage, une fois que le film est terminé. Et c'est toujours un moment assez difficile, je trouve. Je trouve même le plus difficile pour moi. Parce que déjà, pour trouver un collaborateur en tant qu'un étalonneur avec qui on se sent bien et qui comprend ce qu'on veut dire, parce que c'est très dur d'exprimer la couleur ou le contraste à quelqu'un d'autre, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes références. Et donc, ce film, on a été l'étalonner en Espagne, et ça s'est très mal passé. Parce que justement la communication passait pas vraiment. Il y avait aussi la réalisatrice avec nous. Les réalisateurs sont pas toujours là pendant l'étalonnage. Donc l'étalonneur ne comprenait pas en fait ce que vous demandiez ou Il y avait un problème, je pense, de technique, oui. d'expérience, mais aussi de compréhension. Et donc du coup, souvent on est obligé d'aller quelque part à cause de financement. Et c'était un film en coproduction espagnole. Et du coup, j'ai insisté pour qu'on aille travailler avec mon étalonneur qui est à Paris. Et grâce à lui, on a pu récupérer le film. Et vous pouvez nous dire quel genre de problème ça peut poser, par exemple? En fait, ça change tout le film. Ouais. C'est presque ce que vous avez fait avant. Si l'étalonnage n'est pas fait correctement, ça gâche tout le travail moi, je trouve que ça gâche tout, en fait. Si l'étalonnage est mal fait, j'arrive même pas à regarder le film. Et il a fallu, j'imagine, aussi agencer les rapports entre les parties dites réelles et les parties oniriques que vous n'aviez pas tournées. Oui. Alors, les parties oniriques, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait forcément qu'elles n'aient pas l'air réelles. En fait, ils avaient tourné en heure bleue et en nuit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé toute la colorimétrie. Le bleu est devenu couleur sable. Donc le bleu du ciel est devenu couleur sable. Ça, c'est des choses qu'on peut faire maintenant avec l'étalonnage numérique mieux, oui. Plus facilement qu'avant quand oui. C'était photochimique, j'imagine. En fait, on peut changer quasiment toute la colorimétrie et le contraste. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Donc la scène qui était bleue est devenue dorée. Et en fait, l'idée, c'était de faire que le ciel devient le sable, enfin la terre, et que la mer... en fait, on a inversé le monde, quoi. Voilà. Et c'est ça qui marchait, finalement. Et ça marchait bien, et la réalisatrice était très contente, parce qu'on avait un problème avec cette scène, on ne trouvait pas, et c'est en étalonnage qu'on l'a trouvée.
Très bien. Alors, merci beaucoup, Frida. Je sais que vous venez de terminer un tournage. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots sans trop dévoiler? Je ne sais pas si je peux en parler, mais c'est un long métrage que j'ai tourné à Toulouse. À Toulouse. Voilà, c'est un film français, donc pour la première fois, un film français en France, mais je ne peux pas en dire plus, je pense. D'accord. Ce qui mène à toi. Je pense que ce qu'on peut maintenant, c'est laisser la parole à la salle. Il y a des micros qui vont vous être confiés si vous levez la main et que vous avez des questions à poser à Frida Marzouk. Alors, j'essaie de voir. Levez la main si vous avez des questions à poser sur son travail, sur les extraits que vous avez vus, ou plus généralement sur son métier. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Oui, il y en a une là, je vois. Levez la main pour qu'on puisse prendre un peu d'avance ensuite, si vous avez des questions. Voilà, on vous fait passer le micro. Comme c'est enregistré, attendez d'avoir le micro très près de votre bouche pour parler. Je suis là, bonjour. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Je voulais te demander, comme tu as travaillé en documentaire, aussi bien en fiction, sur les films de Keshish, mais aussi sur des films avec des acteurs non professionnels, j'ai l'impression que du coup il y a une grosse part à l'improvisation, que ce soit devant la caméra et aussi derrière pour toi. Et du coup, je voulais te demander quelle est la place du montage, c'est-à-dire est-ce que à force ça t'a donné une vision sur comment tout ça se monte et ça a aiguisé ta vision sur la façon dont les images sont montées, ou alors est-ce que tu travailles avec des réalisateurs, réalisatrices qui justement ont une vision très aiguisée parce qu'ils peut-être ils viennent du documentaire, enfin en tout cas voilà cette part de l'impro et de comment est-ce que toi tu maîtrises les choses que tu fais et ce qui t'échappe parce que justement c'est le réalisateur ou la réalisatrice qui visualise le montage. En fait, c'est vrai que il y a avant Sous les figues et après Sous les figues pour moi au niveau du travail. C'est-à-dire que en fait, avec Sous les figues, j'ai eu l'impression d'apprendre en fait ce qui était nécessaire ou pas pour faire une scène, dans le sens où en ayant tourné pendant 2 mois et en allant chercher énormément de choses, peut-être souvent trop de choses, quand on a beaucoup de rush, etc., et de voir ce que ça devient, on apprend en fait à ensuite sélectionner même des mouvements de caméra ou de choisir de pas noter ou pas, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des films qui nous apprennent à aller à l'essentiel, même si ça veut rien dire, hein, parce que ça peut être, les montages peuvent changer de toute façon. Mais quand on travaille plusieurs fois avec quelqu'un, on commence à savoir à peu près ce dont ils ont besoin pour le montage. Mais c'est vrai que du coup, on se met en tournant à réfléchir à est-ce que j'ai vraiment besoin de bouger à ce moment-là, ou est-ce qu'il faut que je reste sur cette personne, même si c'est l'autre personne qui parle. Et donc en fait, mais je trouve que c'est à force de le faire qu'on est plus sélectif en fait. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des réalisateurs ou réalisatrices qui vous guident plus que d'autres ou qui vous laissent vraiment, qui vous font confiance à 100% et on verra après? Est-ce qu'il y a des différentes façon de travailler? Ce qui est bien, c'est que en fait, on a de tout. En fait, on va travailler avec des gens comme la réalisatrice de Sous les figues ou Promis le ciel, avec qui j'ai une liberté totale, parce qu'on a la même sensibilité et puis qu'on se fait confiance et qu'elle aime les propositions. Alors qu'avec d'autres, ça va être beaucoup plus organisé, mais je trouve que c'est juste 2 manières de travailler. Après, c'est vrai qu'en tant que chef-op, on aime bien avoir plus de liberté de s'exprimer aussi, parce que je trouve que c'est quand même c'est une grande liberté de pouvoir filmer comme on a envie. Et à la mise en scène, est-ce que tous les cinéastes avec qui vous avez travaillé ont les yeux rivés sur le retour vidéo, ou est-ce qu'ils vous accompagnent, est-ce qu'ils regardent la scène avec vous, est-ce qu'il y a une règle pour ça? Non, il n'y a pas de règle. C'est des questions de personnalité, de manière de travailler. Là, récemment, le film dont je vous parlais tout à l'heure, Ce qui mène à toi, le réalisateur était très impliqué dans toute la mise en scène, dans les plans, dans les focales.
Et un autre réalisateur va pas demander même du tout à quel focal on est. Et voilà, donc ça dépend. Et j'aimerais aussi vous poser la question de votre rapport avec les acteurs et les actrices. Alors moi, j'adore être proche des acteurs et actrices. Je trouve que c'est eux qui nous donnent l'énergie. C'est-à-dire que par exemple, dans Sous les figues en particulier, je veux parler de ça parce que c'est le film pour moi qui est un peu une transition. C'est que quand on est proche des acteurs, enfin, je dis pas qu'on va se voir le soir ou quoi que ce soit, mais il y a une proximité et une confiance qui se crée. Et je trouve que de pouvoir les approcher, moi je trouve que ça inspire en fait, de pouvoir se rapprocher des acteurs. Après, ça se prête pas à tous les films. Est-ce que vous communiquez directement avec eux ou bien est-ce que ça doit passer forcément par la réalisatrice ou le réalisateur? J'essaye de ne pas trop interrompre les acteurs, sauf si je vois qu'ils ont l'esprit pour, c'est-à-dire parce qu'il y a des gens qui sont très concentrés et qui ne veulent pas qu'on les dérange, mais il y a des acteurs qui sont très flexibles, avec qui on peut faire un signe et qui savent... ça dépend des personnalités. Est-ce que vous êtes quand même le premier œil qui les regarde quand ils tournent? Est-ce qu'ils ont... tendance à s'adresser à vous ou à vous poser la question juste après la prise, ou bien est-ce que c'est tout de suite à la mise en scène qu'ils vont s'adresser? En fait, si c'est des non-professionnels, ils s'adressent à la première personne qui est là, donc ça va être moi. Mais si c'est des acteurs professionnels, en général, déjà, ils ne demandent pas forcément, parce qu'ils savent ce qu'il y a à faire. Et puis, je pense que ça va plus vers la mise en scène. Ouais. D'autres questions? Ici, il y a une question ici. Et là-bas. Bon, alors là-bas d'abord. Bonjour. J'aurais aimé savoir quelle école vous avez fait à New York pour votre stage. Alors, l'année du master, en fait, c'était une année d'échange. Donc, j'ai été envoyée à Brooklyn College. Donc, c'est à Brooklyn. Voilà. Comment ça se passe? Il faut faire candidature et... Oui, en fait, j'avais fait un mémoire sur Martin Scorsese. Et, oui, ça peut aider peut-être. Voilà. Et donc, il était possible de passer 1 an à l'étranger. Et en justifiant de ce mémoire, donc sur Scorsese, qui est quand même le réalisateur de New York, ça a justifié ma candidature à New York. Et je pense que ça a aidé à ce que je sois sélectionnée. Et vous êtes resté 20 ans là-bas? Et je suis restée 20 ans au lieu d'1 an, effectivement. Ici, le micro. Oui, vous avez dit que, j'ai une question, en tant que chef opératrice, vous aviez dit que vous aimez la manifestation de l'intimité. Et du coup, je voulais vous demander quels sont vos films préférés qui mettent en scène un peu ce que vous aimez. Les films que je n'ai pas faits? Oui, juste en termes de Alors, goût. Oui, il y a un film, tout de suite j'ai pensé à un film qui m'a marqué, mais qui est assez ancien, c'est La vie rêvée des anges. C'est un film que j'ai vu quand il est sorti. Film d'Éric Zonka, oui. Et je trouve que c'est un des films qui jusqu'à maintenant est une référence pour moi, parce qu'il y a une telle intimité, donc c'est l'histoire de 2 amis, il y a une telle intimité dans la manière de filmer et dans le film, que ça, pour moi, c'est une très très grande référence pour le genre de film caméra portée. C'est un des films qui m'a, à part les films de Keshish, qui m'ont donné envie de travailler en caméra portée, parce que c'était juste, jusqu'à maintenant, je trouve magnifique. Donc, est-ce que vous avez réalisé votre rêve de monter sur une grue avec une caméra? Oui, mais il n'y a pas longtemps. Et ça, c'était en Égypte il y a 2 ans. Et effectivement, c'était la même grue, alors que c'est une ancienne grue. Hein. Ça, c'est pas des grues qu'on voit, je pense, maintenant. Mais en Égypte, ils avaient encore cette grue. Et c'est vrai que c'était un moment 20 ans plus tard, à peu près, hein, de se dire tiens, je suis sur la grue au-dessus du Nil. Je crois qu'il y avait une question ici, au 3e rang. Il y en a une autre avant? Ici. Oui. Voilà. Bonjour, moi j'avais une question par rapport à l'étalonnage à la fin où vous en parliez. On sait que le montage ça prend quand même pas mal de temps. Est-ce que l'étalonnage, pareil, ça dure un certain temps? Et est-ce que vous avez un moyen, vous avez le droit d'y toucher, d'avoir votre avis sur l'étalonnage? Ah bah oui. Et est-ce que vous avez des préférences? C'est plutôt des couleurs chaudes, des couleurs froides ou un style d'étalonnage en particulier? Alors, l'étalonnage, c'est pour un long métrage, c'est à peu près, en tout cas dans les économies dans lesquelles j'ai travaillé, c'était souvent 10 jours, donc 2 semaines. Évidemment, il y a des films où il y a plus.
Moi, en général, c'est 2 semaines. L'étalonnage, oui, en fait, l'étalonnage, c'est le moment où on peut finir son travail, en fait. Donc, effectivement, on a la main dessus. Il y a toujours, après, il y a les réalisateurs qui peuvent venir. Il y en a qui restent tout le temps, il y en a qui viennent 1 fois, 2 fois. Ça dépend des collaborations. Vous en parlez avant avec eux? En fait, moi, je pars du principe que ce qu'on a fait sur le plateau, la direction qu'on a donnée et le ton qu'on a donné, on va à peu près aller dans cette direction-là, mais ça peut changer aussi. Donc voilà, on est parti sur une direction et moi je continue dans cette direction-là, on peaufine. Mais oui, en fait, on a la main sur l'étalonnage et le choix de l'étalonneur, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est primordial parce qu'en fait, en faisant des erreurs de collaboration, on se rend compte de toutes les choses qu'on a, pas qu'on a gâchées, mais je trouve que c'est un moment crucial pour le film, en tout cas pour moi. Et je pense pour tout le monde, mais c'est particulièrement angoissant si on n'a pas le bon collaborateur. Oui, bonjour, pardon, je voudrais juste savoir, Sous les figues, oui. Ça a été tourné avec quelle caméra, quelles optiques? Alors, on a tourné avec la Arri Mini, et les objectifs, c'était les Arri Ultra Prime, que j'ai choisi simplement parce que c'était les objectifs qui ouvrait le plus en termes de diaphragme et que je savais qu'on n'avait pas de lumière ou quoi que ce soit et que ça serait le plus pratique. Et 2 mots pour vous, le choix de la caméra, en fait, comment ça se passe sur chaque film, c'est en fonction je pense, du scénario, mais aussi des conditions de tournage, enfin, comment... Alors, les caméras, en fait, ça dépend. Mais en général, j'ai tourné les fictions avec Harry. Mais par contre, par exemple, Bye Bye Tibériade, je l'ai tourné en RED. Parce que j'ai une RED qui est assez ancienne, mais en fait, je trouve que pour tourner un documentaire, souvent on nous propose d'utiliser des caméras comme des appareils photo ou ce genre de choses. Et je trouve qu'il faut avoir... Enfin, pour moi, j'aime bien faire un documentaire avec un minimum de ce que j'appelle de qualité, mais bon, ça c'est un goût. Et donc moi, j'utilise la RED ou la Harry selon les projets. Et le choix des optiques? Et les optiques, en fait, c'est selon le budget. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de choix d'optiques. Et maintenant, en fait, en avançant, on commence à avoir des marques qu'on préfère. Moi, maintenant, je travaille avec soit Panavision, soit Vantage, en général. Et c'est en fonction des projets ou c'est vraiment votre outil parce que vous le connaissez mieux En fait, à force de faire des tests avec ces marques-là, à un moment donné, on sait à peu près, on se dit, tiens, ce film-là, je vois bien ces objectifs-là, plus que ça. Et en fait, on apprend à avoir comme un espèce de répertoire des objectifs. On peut parler juste 2 secondes de ce qu'on appelle les tests ou les essais caméra? Ah oui, alors les essais caméra, en général, c'est pour vérifier que, par exemple, la combinaison entre la caméra et les optiques fonctionne bien, que ça marche bien sur les pots, que ça marche bien avec la lumière qu'on veut faire sur le film. Donc c'est vraiment pour se caler techniquement et savoir quelles sont les limites, ce qu'on peut faire, à quoi ça va ressembler à peu près. Parce qu'effectivement, les essais, on les fait souvent chez les loueurs. Et parfois, on n'a pas le temps de faire des essais avec les acteurs ou sur le lieu, parce que parfois, moi, je travaille souvent à l'étranger. Et du coup, voilà, on les fait chez Panavision ou chez Vantage, mais après, c'est jamais vraiment la réalité Mais en fait, on y va aussi à l'instinct. Hein, c'est pas... Et est-ce que c'est à cette période-là qu'on décide, par exemple, du format de l'image? Oui, alors le format de l'image, parfois ça met un peu de temps pour le trouver. Par exemple, pour le film saoudien, on avait décidé d'être en 4/3, mais juste parce qu'en fait, le lieu était tellement haut et que l'endroit était tellement magnifique qu'on s'est dit que ce serait une bonne manière de capturer la maison, qui est le lieu principal du film. Mais pour d'autres films, comme là, par exemple, Sous les figues, les paysages, on s'était dit que ce serait bien d'être en scope pour voir, pour être dans le lieu. Encore une question là. Bonjour. Déjà, merci d'être venu. Okay. Je voulais vous poser une question par rapport à comment vous voyez l'évolution du métier de chef opératrice aujourd'hui dans notre société avec l'IA, la technologie qui avance et surtout, pour moi, la culture est en danger en fait, surtout peu importe laquelle, que ça soit musicale ou bien cinématographique, pour moi, elle est en danger aujourd'hui à cause de tout ça.
Pardon, j'ai pas entendu la fin. La culture est en danger, en tout cas à mon avis. Et je voulais savoir comment vous pensez que ça va impacter votre métier plus tard. La culture est en danger, oui. Alors- Et le métier de chef opératrice ou Ok. de chef opérateur. Alors pour l'instant, c'est vrai que bon, là on en parle beaucoup. C'est vrai que j'ai pas encore eu ce cas de figure où on m'a proposé un film où il fallait faire une partie en IA ou enfin voilà. C'est un sujet assez épineux. Et tant que je suis pas dans la position, je me rends pas compte encore de ce que ça veut dire concrètement. Je connais les risques dont on parle, mais c'est vrai que c'est dur de se projeter. Pour l'instant, moi, je fais des films, comme vous voyez, qui n'ont rien à voir avec l'IA, dans des lieux. Enfin, c'est pas du tout les économies, ce genre d'économie. Non, je me rends pas compte encore, en tout cas. Est-ce que sur les projets sur lesquels vous avez travaillé, vous vous posez la question avec les cinéastes du réalisme ou de la façon de montrer le réel? Est-ce que c'est une interrogation que vous avez systématiquement? J'essaie de me souvenir, mais en fait, pour l'instant, j'ai fait que des films très réalistes. Donc, Mais avec parfois des échappées un peu soit subjectives, soit vers l'imaginaire, oui. ou l'intime, comme on disait tout à l'heure. En fait, on essaie de sublimer la réalité. C'est-à-dire que le réel, voilà, on capture le réel, mais c'est vrai qu'en mettant la caméra d'une certaine manière ou dans une certaine lumière, on sublime aussi la réalité, qui est quand même déjà souvent très belle. Mais oui, je suis sur des films qui sont quand même très naturalistes. Vous parliez tout à l'heure, pendant les essais caméra, des pots, du rendu des pots. J'imagine que pour filmer des personnages, c'est quelque chose qui est capital. Oui, en fait, je pense que c'est ça qui souvent détermine le choix des optiques, pour moi, vu que je suis souvent sur des films où on est proche des personnages, des visages, et j'essaye de faire en sorte que les optiques... Enfin, c'est pas que j'essaye d'embellir, mais je trouve que de mettre en valeur, en tout cas, la lumière et les acteurs grâce au bon choix des optiques. On va bientôt... Il y a encore des questions ou non? Il y a encore 3 questions, d'accord. Les 3 dernières, alors. Bonjour. Tout à l'heure, vous les avez dit, plusieurs anecdotes sur vos histoires de tournage, et je me posais la question... C'est quoi votre plus grand défi dans votre carrière? Sur quel plan? Enfin, de caméra, en plan de tournage, de difficulté de tournage, ça a été quoi le plus difficile? De quoi? Le plus grand défi. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Ah, la grue. Non, la grue, c'était un plaisir. C'était pas un challenge. Non, je pense que le plus dur, en fait, je pense que comme je travaille souvent à l'étranger, qu'on peut pas avoir forcément les équipes, nos équipes, les gens avec qui on a envie de travailler, ou à l'habitude de travailler, parce qu'effectivement, en fait, de se retrouver dans des pays où on peut amener personne avec soi, et là, il faut travailler avec une équipe qu'on connaît absolument pas. Et ça, je trouve que c'est le plus gros challenge parce qu'il y a le côté humain, il faut s'entendre, et qu'un Zoom, on ne se rend pas trop compte si on va s'entendre ou pas avec la personne. Niveau technique, de savoir si la personne a effectivement les capacités et l'expérience dont elle a parlé. Et ça, pour moi, c'est le plus gros challenge parce que quand l'équipe n'est pas aussi qualifiée qu'on aurait envie, le tournage est très très dur. Autre, il y a encore 2 questions apparemment. Oui, bonjour. Je me demandais, quand on regarde votre palmarès, on voit quand même vous avez beaucoup de films et je me demandais du coup, est-ce que vous avez une manière différente de travailler selon des films où ça va être, vous allez avoir de la liberté, mais ça va être des petits films indépendants, des trucs assez sympas, limite. Enfin, je vais pas dire entre amis, mais des trucs assez sympas avec des personnes où l'équipe est restreinte, vous vous connaissez assez vite, vous avez des libertés, et plutôt des gros films avec des gros budgets, de grosses équipes, où vous avez forcément moins de liberté. Est-ce que vous avez une manière différente de travailler et des favoris du coup? Est-ce qu'il y a un style Frida Marzouk?
En fait, moi, pour l'instant, j'ai fait pas mal de films où j'étais en petit comité et avec qui, en général, on s'entend assez bien, etc. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même... j'aime bien quand c'est en grand. Quand j'ai travaillé comme électro, j'étais sur des très grands plateaux. Et je dois avouer qu'il y a quand même, c'est assez fascinant d'être sur un plateau où il y a beaucoup de lumière. Quand c'est en grand, j'aime quand même beaucoup. Oui, parce que dans votre filmographie, il y a quand même Black Swan. Alors, Black Swan, pour les États-Unis, c'est un petit film. Mais ouais, en fait, il y a des... John Wick, par exemple, c'est un film où il y a énormément de budget, où il y a des lumières en illimité, des caméras, etc. Et je trouve qu'il y a c'est quand même fascinant. Donc, je ne vais pas dire que je préfère l'un ou l'autre, mais je trouve que quand même de travailler en grand, j'aimerais bien. C'est bon. Ah, une dernière. Il y en avait 3 autres derrière. Non, mais on a un peu de temps. Hein. Moi, je ne vous vois pas du tout. Donc, Vous avez participé à des films dont les sujets ont l'air de vous tenir à cœur. Donc, ma question, c'est est-ce que vous avez envie un jour de réaliser votre propre film avec un sujet qui vous tient à cœur ? Non, en fait, j'ai jamais vraiment voulu réaliser. Je crois que j'aime vraiment beaucoup ce que je fais. Non, en fait, j'ai pas cette ambition-là. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites quand vous dites oui à un projet ? Qu'est-ce qui vous motive le plus ? La première motivation, c'est la personne que j'ai en face de moi, le réalisateur ou la réalisatrice, de voir si tout de suite il y a j'aime bien avoir l'intuition qu'on va bien s'entendre. En général, c'est réel. Et ensuite, il y a le sujet et la manière de faire. Et c'est vrai que la caméra portée, c'est un peu ce que j'ai fait le plus pour l'instant, et c'est quelque chose qui me stimule beaucoup. Donc voilà, je choisis par rapport à ça. C'est bon, on a le temps encore un peu. Allez-y. Alors là-bas, et puis là aussi, je vois des mains qui se tendent, et puis après, on va arrêter. Et là-bas aussi. Oh là là, bon. Allons-y. Bonjour, je voulais demander comment le choix des couleurs, d'où il partait, si ça dépendait déjà, et si ça pouvait venir plutôt du réalisateur, des thèmes, des décors aussi, et du budget du coup par rapport à l'optique, et si ça se faisait sur l'étendue du film jusqu'à l'étalonnage, ou si c'était des choix qui se faisaient plutôt tôt dans le processus. Alors, ça dépend des films. Il y a des films où on commence très tôt à faire des luttes. Enfin, on commence à mettre une couleur déjà sur les rushs. C'est pas des luttes, c'est pas le sport. Hein. Des luttes, c'est des sortes de références. Oui, c'est des espaces de couleurs, on va dire, qu'on choisit au début du film. Et je vais prendre un exemple concret, comme ça c'est plus simple. Le film que vous allez voir après, enfin si vous restez, Promis le ciel, qui s'appelle Promis le ciel, c'est un film qui, dès le départ, avec la réalisatrice, on avait décidé de tourner un film dans les tons froids, dans les bleus, parce qu'en fait c'est un film qui se passe en Tunisie, et souvent les films qui se passent dans les pays du Maghreb, en Afrique ou au Moyen-Orient, au Mexique, enfin Mexique ça dépend, mais c'est souvent des couleurs très chaudes, parce qu'on se dit désert égale chaleur, égale chaud. Et on s'était dit qu'on voudrait faire un film qui soit pas forcément, qui soit pas tout le temps dans le lieu commun. Voilà. Mais de toute façon, à l'origine, j'aime les couleurs froides plus que les couleurs chaudes. Donc ça m'arrangeait aussi. On a encore un peu de temps. Oui, c'est moi. Allez-y. Est-ce que vous avez toujours envisagé de faire un métier relatif au monde du cinéma ? Non, pas au début. Au début, en fait, je savais même pas que le cinéma c'était un métier. Enfin, je savais pas que. On regardait des films, mais on se rend pas compte de ce que ça demande. En tout cas, moi, dans ma génération, parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant, les réseaux sociaux, etc. Et du coup, non, je savais pas du tout que j'allais faire du cinéma au départ. C'est venu assez tard. Et voilà. Une dernière. Du coup, vous avez dit que vous avez beaucoup travaillé à l'étranger. Et c'était pour savoir si la langue, elle avait déjà été une barrière dans votre carrière. La langue. Alors, en fait, pour l'instant, moi, je suis d'origine tunisienne. Du coup, je parle l'arabe. Après, l'arabe est très différent dans les pays. D'un pays à l'autre. D'un pays à l'autre.
Donc j'ai dû, en fait, c'est vrai que la première fois que j'ai été tournée au Liban, donc ma première fois au Moyen-Orient, je comprenais absolument rien à ce que disaient les techniciens. Et pourtant, j'étais chef électro. Et je me rappelle que je savais même pas dire gauche-droite parce que c'était pas du tout comme l'arabe que je connais moi, le tunisien. Et donc ça a été une barrière au tout début, mais très très vite en fait. C'est assez simple. Il y a un vocabulaire on n'a pas besoin de beaucoup de mots pour se faire comprendre sur un plateau. Et du coup en fait, en apprenant les choses essentielles, on se débrouille n'importe où en fait. Une dernière, allez. Je fais vite. J'ai pu voir D'où vient le vent hier que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment très impressionnant, je trouve, à la photographie. Et il y a un peu de VFX dans ce film-là, je crois que c'est la 3D. Et je me demandais du coup comment tu travaillais l'échange avec les techniciens de VFX, comment est-ce que tu as cette possibilité de dialoguer avec eux pour travailler, par exemple, la texture, la colorimétrie des VFX qui puissent coller avec ton image, et quel est ce dialogue-là, comment il peut fonctionner. Et aussi, en même temps, je me demandais aussi quel était le choix de caméra et d'optique sur ce film. Pardon. Alors, pour D'où vient le vent, on a tourné avec une RED. On a tourné avec une RED Helium. Et les objectifs, c'était, il me semble que c'était les Arri Ultra Prime aussi. Et en fait, par rapport au VFX, ce qui se passe, c'est qu'on savait quel plan... parce que là, pour le coup, la réalisatrice, elle avait un scénario très, très, très précis. Et elle savait exactement à quel moment il y aurait des VFX. Et donc on a eu des entretiens avec le superviseur des VFX pour comment tourner les scènes, de ce dont il avait besoin en amont. Et en fait, on faisait exactement ce qu'il nous disait pour chaque scène. Il n'y en avait pas beaucoup quand même, il y en a peut-être 4 ou 5. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a... En fait, c'est en amont et il y a quand même une prépa pour faire ça. Merci beaucoup Frida Marzouk, on vous retrouve pour présenter Promis le ciel.